Chers compatriotes, il me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, non seulement dans le cadre du lancement de ce livre que je viens de publier chez l'Harmattan à Paris, mais également dans ce qu'il conviendra certainement d'appeler mon retour politique. Je suis sûr que certains d'entre vous ont dû se demander où était passé Daniel Bengara. Beaucoup ont dû probablement même se demander s'il n'avait pas abandonné le combat politique. Mais bon, ceux qui me connaissent très bien savent qu'on n'arrête pas le combat tant que les bongos sont au pouvoir. Il se trouve simplement que, comme dans toute étape de la vie, où on a mené un combat pendant si longtemps, on doit parfois faire ce qu'on appelle le bilan. Le bilan est essentiel pour toute activité humaine, parce que ça permet de savoir ce qu'on a pu accomplir et ce qu'on n'a pas pu accomplir. Et s'il y a encore des choses à faire, le bilan permet de rectifier le tir, de telle sorte qu'on puisse atteindre finalement l'objectif escompté. Dans le cadre du combat politique gabonais, il se trouve que cela fait 29 ans depuis la conférence nationale que nous essayons, du moins du point de vue de l'action oppositionnelle, que nous essayons de mettre fin au régime des bongos. 29 ans, c'est toute une génération. Évidemment, dans ce livre que j'ai intitulé « Le Gabon en danger », et beaucoup d'entre vous, je suis sûr, seraient d'accord avec cet intitulé, Le Gabon en danger, du devoir de réforme au devoir de violence. Et j'ai, évidemment, ajouté un sous-titre que j'ai intitulé Autopsie d'une république monarchique bananisée en état de déliquescence. Chers compatriotes, il serait difficile déjà, rien que par ce titre, de pouvoir contredire l'esprit même de ce livre, puisqu'il s'agit d'explorer de prime abord les 52 années de régime bongoïste au Gabon. Donc ce livre commence par une articulation forte des grandes étapes de la politique gabonaise sous les bongos. Le Gabon politique, économique, social, sous les bongos. De manière à pouvoir offrir à la nation une vision franche des enjeux politiques qui attendent le peuple gabonais. Ce livre, à mon avis, représente non seulement ma pensée politique à moi, celle qui a articulé et sous-tendu le combat politique qui a été le mien depuis 1998, quand j'ai créé le mouvement Bongo doit partir. Je dirais même un peu avant, dans le militantisme de jeunesse qui a fait que j'ai milité à 21-22 ans dans le parti politique, les bûcherons, depuis Paul Mbabessol à l'époque. Ce combat politique qui, pour moi, est essentiel pour la survie de notre pays. Et donc ce livre bilan, ce livre monument, sera mon legs, non seulement pour les générations futures, mais pour ce pays, qui fera que l'on se dise qu'au moins quelqu'un a pris le temps de s'arrêter un moment pour faire ce bilan pour nous tous. Vous verrez que j'essaie d'aborder ce livre d'abord comme un procureur de la République qui formule son accusation. Donc,
j'articule sur un certain nombre de chapitres, n'est-ce pas, les grandes étapes de la politique nationale sous les Bongo. Je fais d'abord un rapide tour historique au premier chapitre que j'appelle le Gabon de Léon Mba à Albert Bernard Bongo. Ensuite, je passe à ce qu'il convient aujourd'hui d'appeler la République monarchique du Gabon sous les Bongo. Puisque, comme je le dis dans le livre, le Gabon détient désormais le record mondial. Un record horrible qui fait de ce pays, le pays qui a été dirigé pendant 52 ans, non seulement par le même régime, mais également par la même famille. Aucun autre pays au monde ne correspond à ce modèle, surtout un pays qui n'est pas monarchique. Je n'ai pas envie de savoir si pour nous, on devrait percevoir ça comme un honneur ou, comme je le dis dans ce livre, une malédiction. Et comme il faut établir ce qu'on appelle des pièces à conviction, j'explore l'histoire politique du Gabon et j'analyse quand même aussi ce que j'ai appelé les schèmes de la résignation mentale chez les Gabonais, c'est-à-dire ces relents, ces éléments qui ressortent du bongoïsme, de l'esprit bongoïste qui a conditionné les Gabonais à se comporter d'une certaine manière, non seulement dans leur vie de tous les jours, mais également dans le cadre politique. Nous souffrons en fait de ce que j'ai appelé dans ce livre le virus du bongoïsme, qui nous a conditionnés au schème de la résignation mentale. Et donc ce chapitre 3 me permet par exemple d'explorer la psychologie des Gabonais face à ce que j'ai appelé l'équation du changement. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit, notre cerveau, quand nous nous positionnons d'abord comme opposants, ou même non opposants? Et comment voyons-nous le Gabon dès lors qu'on parle de changer ce pays-là? Je pose ces questions fondamentales dans ce livre. Et j'essaie de montrer comment ces manières d'être peuvent devenir des blocages mentaux lorsqu'il s'agit justement d'explorer la fin du régime des Bongo Ndimba. Mais je n'en reste pas là. J'analyse également l'élection de 2016, n'est-ce pas? Et je parle de la tourmente, le Gabon dans la tourmente des élections présidentielles de 2016, où j'articule de manière frontale et sans embâche, sans langue de bois, les raisons non seulement qui ont fait que on n'aboutisse pas au changement escompté, qu'on se retrouve une fois de plus avec un président élu incapable d'accéder au pouvoir. Et je démontre pourquoi et comment on en est arrivé à cette situation-là, surtout quand on ne veut pas tenir compte de l'histoire, ou même des simples analyses de ceux qui ont étudié le Gabon depuis un peu plus longtemps, le Gabon politique, je veux dire, et qui comprennent que dans ce pays-là, il n'y a qu'une seule manière d'en finir. Donc, essayer d'amener les Gabonais dans on ne sait pas quel contorsion qui n'ont véritablement aucun sens dans le cadre du Gabon d'aujourd'hui. Nous parlons là de 29 ans où nous ne devrions plus être amenés à répéter les mêmes erreurs, les mêmes démarches qui n'ont mené à rien. Et faire croire aux Gabonais qu'on peut arriver au changement par autre chose que le pouvoir démocratique de la rue. C'est une aberration, parce que l'histoire et les années qui passent devraient servir techniquement de leçon à tout humain. L'humain a cette faculté qu'il tient compte de son expérience pour mieux articuler son avenir. Mais l'humain n'a pas pour vocation de répéter les mêmes erreurs, les mêmes démarches, exactement dans la même forme, obtenant un résultat qui se répète année après année et croire que, en continuant comme ça, les choses vont comme par miracle
apporter d'autres solutions ou d'autres résultats que celui que la même méthodologie a tendance à amener. Nous sommes donc là devant, on va dire, un important tournant pour notre pays, qui va être de savoir si certains d'entre nous ont su quelque part tirer leçon des 29 dernières années, si nous allons répéter les mêmes erreurs ou pas. Et ce livre nous permet de voir clair dans cette équation politique-là. Et 2016 est donc une année importante parce que l'analyse que j'en fais devra, j'espère, convaincre les uns et les autres de la raison pour laquelle j'avais déjà articulé depuis 1990 que rien de bon ne peut se passer au Gabon tant qu'un Bongo sera au pouvoir, mais que le Gabon non plus ne changera pas par les urnes. Et encore moins par la bonne volonté des Bongos. Il est important d'en tenir compte. Et donc dans le livre, j'explore évidemment aussi le type de réforme dont le Gabon aurait besoin pour s'éviter les affres de la confrontation révolutionnaire. Mais comme les Bongos n'ont pas de bonne volonté, vous comprenez que ces réformes dont le Gabon aurait besoin aujourd'hui, qui nous éviteraient la confrontation, seraient la seule démarche nécessaire à l'établissement d'une société apaisée. Mais nous savons que nous ne pourrons jamais avoir de société apaisée au Gabon tant que les Bongos au pouvoir et tant que le régime des Bongos existe. Et surtout, tant qu'il n'y aura pas eu réforme de fond, tant des institutions que des manières de gérer ces institutions-là. Nous devons établir au Gabon un état de droit, en lieu et place de la cacophonie qui sévit actuellement dans notre pays. Et je dis donc en fait comme cet avocat, ou plutôt ce procureur de la République, qui articule son accusation et qui dit, chers compatriotes, il y a des éléments scientifiques, une manière scientifique d'aborder l'équation politique gabonaise. Si nous continuons à le faire sur la base de l'émotion, parce que je suis sûr déjà que, bon, certains d'entre vous vont lire ce que je dis de Jean Ping ici, ils vont s'énerver, oh Mengara, blablabla. Comme d'habitude, oh Mengara, Mengara, Mengara. Mais mes chers amis, à un moment, il faut s'arrêter. Faire le bilan. L'émotion, on ne gagne pas en politique avec l'émotion. On gagne en politique quand on sait faire l'introspection, l'analyse de ses arguments, de manière à s'éviter ce que j'appelle souvent les improvisations et les approximations politiques. Dans ce livre, je montre comment, en fin de compte, nous ne sommes allés que d'improvisation en improvisation, d'approximation en approximation, et en fin de compte, de fantasme en fantasme, en croyant qu'on changeait un pays, qu'on changeait une dictature par des fantasmes. Et le fond de ma pensée politique a été toujours là. Quand j'ai écrit Bongo doit partir en 1998, c'est parce que j'avais déjà compris, avant même que d'avoir écrit ce livre, qu'il y avait des paramètres politiques. Voilà pourquoi on parle de science politique. Il y avait des paramètres politiques qu'on pouvait rendre scientifiques, qu'on pouvait aborder de manière scientifique, pour déterminer si le Gabon peut changer par les urnes ou pas. Évidemment, parce que je l'ai souvent dit par des vidéos, par des petites vidéos par-ci par-là, des petits écrits par-ci par-là, je me suis dit qu'il fallait peut-être donner aux Gabonais une articulation beaucoup plus formalisée de cette théorie politique. Parce que certains vont vous dire, oh, la politique ou Mengara de la théorie. Mes chers amis, Dieu même, Dieu vous l'a dit. Enfin, quand je dis Dieu, je veux parler de la Bible. La Bible vous dit qu'avant toute chose, il y avait le Verbe. Avant toute chose, il y avait le Verbe. Le Verbe était la parole, et la parole était Dieu. Chers compatriotes,
La Bible elle-même vous le dit. Avant toute chose, la Bible avant toute chose vous dit, il y avait le Verbe. Le Verbe était la parole, et la parole était Dieu. Et donc, quand on imagine l'acte même de la création, c'est-à-dire comment on imagine comment Dieu a créé le monde, ben, Dieu étant tout-puissant, il aurait pu se contenter de penser tout ce qu'il a accompli. Et ces choses-là se seraient faites. Puisque c'est Dieu, il est tout-puissant, il est omnipotent. Mais pourquoi est-ce que Dieu a trouvé utile de dire que la lumière soit pour que la lumière fût? Chers compatriotes, Dieu a dû articuler par la parole, le verbe, ce que certainement il pensait, mais il fallait d'abord l'articuler. Donc quand Dieu dit que la lumière soit, cet acte est d'abord l'acte théorique qu'il a pensé, parce qu'il a dit à un moment dans sa tête probablement que, bon, l'univers est sombre, il faut que je crée la lumière. La lumière qui serait par la suite source de toute vie. Parce que tous les éléments de photosynthèse qui animent le monde des plantes et ainsi de suite, et même l'humain, nous avons besoin de ce soleil pour survivre, quelque part. Mais Dieu a commencé par la lumière, parce que c'est un peu l'essence de la vie, la lumière. Elle est claire, mais elle fait aussi vivre, elle crée la vie, elle suscite la vie. Donc, quand Dieu dit que la lumière soit, eh bien, la lumière fut. Mais cet acte, c'est un acte de parole d'abord. Et la parole qui devient par la suite action. La lumière devient parce que Dieu l'a dit d'abord. Le verbe, chers compatriotes. Cela veut donc dire que on ne commence pas une action qu'on n'a pas réfléchie. On ne pense pas à une révolution qu'on n'a pas préparée. On ne demande pas aux Gabonais d'aller dans la rue si on n'a pas au préalable préparé cela, éduquer les Gabonais au sens même de la lutte insurrectionnelle. On n'improvise pas la lutte insurrectionnelle. On ne se lève pas un beau matin pour dire « je ne vous retiens plus ». Parce qu'avant cela, il faut démontrer où vous avez d'abord organisé les circonstances qui ont retenu les Gabonais. C'est comme moi quand j'ai un bulldog d'attaque. Que si quelqu'un se pointe dans ma propriété, son automatisme sera d'attaquer immédiatement. Mais on forme les gens à cette manière de procéder. On ne le fait pas à froid. Donc, l'idée de changer le Gabon nous force de plus en plus vers ce constat que j'ai fait en 1998, que le Gabon ne changera ni par le miracle de Jésus-Christ, ni par la grâce de la Vierge Marie. Elle ne viendra pas du ciel, là, aller au chevet d'Ali Bongo pour dire, oh, voilà, quitte le pouvoir et puis démocratise le Gabon. Non. Le changement ne nous viendra pas non plus par les Martiens. Les Martiens ne viendront pas sur Terre pour venir libérer le Gabon à la place des Gabonais. Si le Gabon doit se libérer, ce sera par les Gabonais. Mais cela ne sera possible que quand on sortira du hors-jeu politique et qu'on comprendra que, de manière scientifique, il n'y a pas d'autre moyen pour le Gabon de changer de régime. Aujourd'hui, et je continue à l'affirmer comme un fait scientifique, inviolable, il est inéluctable que le Gabon changera uniquement par des formes insurrectionnelles, que celles-ci soient des coups d'État, des guerres civiles ou des insurrections populaires. Ma préférence, évidemment, a toujours été vers ce que j'appelle
les insurrections populaires. Parce que les coups d'État et les guerres civiles ont tendance en réalité à accomplir l'opposé de la démocratisation. C'est-à-dire que c'est souvent des régimes militaires qui s'installent au pouvoir et qui peuvent donc, dans ce cadre-là, continuer à malmener, à circonscrire les droits politiques, les droits humains des Gabonais. Et j'articule donc dans ce livre les démarches qui peuvent conduire à cela. Et surtout, la manière dont les Gabonais pourraient s'organiser pour mieux arriver à ces fins-là. Mais on ne pourra pas l'accomplir en continuant à être hors-jeu politique, à vouloir combattre une dictature avec des outils politiques, démocratiques, alors que le contexte ne s'y prête pas. Donc continuer à vendre aux Gabonais les élections comme moyen de changer de régime, c'est une aberration. J'ai même envie de dire c'est une insulte pour l'intelligence des Gabonais aujourd'hui. Et donc si 2016 ne nous a pas servi de leçon, j'ai bien envie de dire que notre pays, bon, autant le laisser au Bongo. Parce que je ne vois pas comment, en continuant à faire comme on a fait depuis 1990, on va y arriver. Autant simplement abandonner l'opposition et puis dire, bon allez, que les Bongos fassent ce qu'ils veulent, parce que je ne vois pas comment vous allez changer ce pays sans passer par les étapes que j'ai décrites dans ce bouquin. Au début était le Verbe. Le Verbe était la parole, et la parole était Dieu. Chers compatriotes, cette parole, c'est le chemin de la libération nationale. Donc que vous aimiez Mengara ou pas, prenez le temps de lire. Il y en a pour tous. Si vous ne voulez que connaître l'histoire politique du Gabon sous les Bongos, lisez le premier et le second chapitre parce que là-dedans j'articule les paramètres historiques, non seulement de la venue au pouvoir d'Omar Bongo, mais également la manière dont les Bongos ont géré le Gabon. Donc ce premier chapitre, ce deuxième chapitre peuvent être pour ceux qui, quelque part, s'intéressent à l'histoire du Gabon, politique du Gabon sous les Bongos. Mais je dirais que écrire un livre comme celui-là, ce n'est pas des questions... ce n'est pas en fait... on n'aborde pas un livre de manière dichotomisée, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas compartimentaliser les chapitres parce qu'il y a toujours des liens. Donc, c'est toujours mieux de lire l'ensemble pour mieux comprendre l'ensemble. Mais si vous préférez aller par chapitre, ben voilà, le premier et le second chapitre vous aideront à comprendre l'histoire du Gabon sous les Bongos. Le troisième chapitre est une approche psycho-politique, où j'analyse réellement la manière dont les Gabonais pensent politiquement et comment cette manière de penser est totalement antinomique avec les objectifs de changement politique au Gabon. Les élections présidentielles de 2016 sont analysées au chapitre 4, mais là encore, lire ce chapitre sans lire les précédents est un peu détrimental pour une meilleure compréhension de l'ensemble. Mais si c'est cela qui vous intéresse, de dire simplement ce qui s'est passé en 2016, comment moi, Mengara, je l'analyse scientifiquement, bon, vous pouvez vous limiter à ça. Si vous voulez voir le type de réforme dont le Gabon aurait besoin pour se projeter sur la pente du développement durable et de la démocratie, vous lirez le chapitre 5. Maintenant, si vous voulez voir ce que je dis, de ce qu'on appelle le devoir de violence, c'est-à-dire l'obligation, comme je le dis un peu partout dans le livre, qui est aujourd'hui celle des Gabonais, c'est-à-dire ce n'est même pas un choix, c'est une obligation. Les Gabonais sont obligés de passer par le devoir de violence, ce que j'ai appelé le devoir de violence, qui n'est pas une injonction de ma part. C'est une injonction scientifique qui découle directement des paramètres politico-sociaux ou alors sociopolitiques qui inspirés par l'histoire politique, le contexte politique gabonais. Je ne les invente pas, je ne fais que
mettre en exergue la science derrière cette affirmation que le Gabon est aujourd'hui condamné à un devoir de violence comme seul moyen de changer. Et j'utilise des arguments de science politique, une sorte de mathématisation du contexte politique gabonais pour arriver à cette conclusion. C'est une obligation tant que les Bongos sont là, tant que les Bongos sont au pouvoir. Évidemment, ceux qui voudraient me contredire n'ont qu'à regarder, hein, ça fait 52 ans. 52 ans que le Gabon tourne en rond. Rien n'a changé. Donc si vous voulez me contredire, bon, moi j'ai encore l'avantage scientifique des 52 dernières années et j'ai encore l'avantage scientifique des 29 dernières années, où les paramètres que j'analyse ici ont tendance à conforter la thèse que le Gabon ne changera jamais. Par la force démocratique des urnes, que le Gabon ne changera pas par la bonne volonté des Bongos. La seule manière dont le Gabon changera, le seul chemin du changement au Gabon passera forcément par ce que j'appelle la force démocratique de la rue. Et donc, dans le 5e chapitre, je vous donne une idée de comment ce changement peut s'articuler. Et je conclus en fait le livre par ce que j'appelle un appel, hein, c'est-à-dire l'appel à une conscience nationaliste au Gabon. Ce qu'on constate avec l'histoire politique nationale, c'est qu'en fait, nous n'avons pas eu vraiment de grands nationalistes au Gabon. Nous avons souvent fonctionné en autarcie politique, sur des paramètres politiques nationaux, mais nous n'avons jamais vraiment abordé la question du changement par rapport à la notion de nationalisme. Et donc, je parle de l'impératif de la naissance d'une conscience politique nationaliste, non seulement citoyenne, mais nationaliste au Gabon. Parce que je pense que sans cette conscience nationaliste, les Gabonais auront du mal à articuler réellement ou s'approprier une idéologie du changement qui soit véritablement viable et effective. Et donc, au sortir de ce bouquin, oui, vous comprendrez pourquoi j'ai appelé ce livre « Le Gabon en danger ». Vous comprendrez pourquoi je parle de réformes avortées qui ne peuvent que mener à la violence. Et en fin de compte, pourquoi je conclus que nous sommes dans un état en totale déliquescence et que nous avons besoin, en fin de compte, de nous organiser pour une véritable entreprise de libération nationale, mais qui ne soit plus improvisée, mais plutôt mûrement préparée. Et donc, ce bouquin, c'est d'abord le travail d'un intellectuel, non pas de l'activisme politique, parce que quand on est dans l'activisme, il y a une dose d'émotion qui intervient toujours. Ici, c'est une analyse froide, scientifique, c'est intellectuel. Là, je mets en exergue ce que mon doctorat représente pour offrir à la nation une pensée purement intellectuelle qui analyse les paramètres politiques, historiques, sociaux, économiques de notre pays pour offrir une vision d'ensemble du Gabon, on va dire, de ces 52 dernières années, sous le régime indéracinable des Bongo-Ondimba. À chacun donc d'en faire ce qu'il veut. Ce que moi je voudrais, c'est que ce bouquin devienne le point de départ d'un nouveau débat national, d'abord au sein de l'opposition, parce que j'estime que l'opposition qui lira ce bouquin pourra mieux comprendre éventuellement où nous devons aller avec la notion de lutte politique. Tant que nous sommes justement sincères avec cette notion-là, parce que beaucoup se disent opposants au Gabon, mais ne le sont pas nécessairement.
Et donc, je vais vous laisser avec un petit passage qui, à mon avis, résume plus ou moins l'équation politique gabonaise telle que je l'ai pensée dans le livre, mais telle qu'elle s'impose à nous tous dès lors qu'on y accorderait un minimum de pensée. Donc je vais lire une petite section à la page 373. Pour ceux qui ont acheté le livre, vous pourrez éventuellement y aller si vous voulez. Et nous allons pouvoir, dans les temps qui viennent, commencer des discussions sur ce Gabon de demain, sur la base des articulations qui ressortent de ce pays. Donc sur ce plan-là, je ferai des annonces dans les temps qui viennent sur beaucoup de choses, parce que nous allons relancer la lutte, nous allons repartir sur de nouvelles bases, mais uniquement avec ceux qui partagent l'idée désormais scientifique que sans une méthodologie révolutionnaire, on n'y arrivera pas. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie, ne faisons pas comme les moutons. L'idée aujourd'hui, c'est qu'il n'y a qu'une seule voie. Cette seule voie, c'est celle de la révolution. Et ce bouquin le prouve, le conforte, et intronise cela d'une manière qui devrait être, je pense, inéluctable pour chacun d'entre nous. Donc, je vais lire un passage ici, avec lequel je voudrais vous laisser. Le voici, à la page 373. L'histoire du Gabon, il faut bien le dire aujourd'hui, est un véritable cimetière à tentatives de résolution de crise qui n'ont jamais accouché que de solutions avortées, principalement du fait de la mauvaise volonté tant des Bongos que du régime en place. À cela, il faut ajouter la naïveté désormais chronique d'une opposition gabonaise qui a continué à croire qu'elle pouvait arriver, dans le cadre d'une dictature, à obtenir l'alternance en utilisant des moyens propres à une démocratie, comme les élections. Là où techniquement, elle devrait adopter une attitude de guerre et donc positionner ses leaders en chef de guerre devant organiser puis diligenter des actions de désobéissance civile à même de faire plier le régime, elle a souvent botté en touche, finissant immanquablement, à chaque fois, par s'empêtrer dans un hors-sujet politique qui ne lui a jamais permis de se construire en une opposition de combat ou de lutte, capable de démonter le régime pourtant généralement affaibli et visiblement discrédité des Bongos. Ce que l'on appelle opposition au Gabon, c'est ainsi traditionnellement et systématiquement mu dans un hors-sujet politique permanent par lequel elle a cru pouvoir accéder au pouvoir avec des chefs politiques et des méthodologies électoralistes traditionnelles qui ont souvent confondu le Gabon avec une démocratie. Par ce hors-sujet par lequel elle a systématiquement continué à participer à des élections perdues d'avance, elle a continué cette opposition à confondre le Gabon avec un pays normal dans lequel des institutions normales régulaient le cours normal d'une démocratie normale. Or, le Gabon est tout sauf un pays normal avec une démocratie normale basée sur des institutions normales. Il n'est pas non plus une démocratie dans laquelle une opposition digne de ce nom continuerait à fantasmer sur sa capacité à évincer la dictature au pouvoir par le seul et unique levier de la force démocratique des urnes. Chers compatriotes, voilà l'essentiel de la pensée
qui devrait nous préoccuper aujourd'hui. Dans ce que je viens de lire se trouve à la fois l'analyse, le bilan, et j'allais ensuite dire les éléments de stratégie qui devraient nous faire comprendre si nous voulons le changement au Gabon, la rupture. Comment ce combat doit être désormais articulé. Nous devons passer des chefs politiques qui sont des éléments indispensables dans une démocratie normale, avec des institutions normales, à des chefs de guerre qui, eux, savent que, avant que de rêver d'arriver au pouvoir, il faut d'abord mener combat. Et ce combat est forcément celui qui passera par ce que j'ai appelé la force démocratique de la rue. Et donc, chers compatriotes, je vous invite à véritablement, si vous en avez l'occasion, lire ce livre. Il est grand, il est gros, mais tout y est. Un livre ne se lit pas en un jour, vous pouvez le lire sur 3 mois. Hein. Vous faites vous-même le calcul, si vous lisez 5 pages par jour, 5 pages par jour veulent dire, au bout de 3 mois, vous avez fini tout le livre. Faites l'effort de lire, parce que de nos jours, la lecture semble devenir de plus en plus difficile à l'ère d'Internet et de Facebook. Mais c'est parfois dans des livres comme ça que vous trouverez l'inspiration qui pourrait même faire que si des gens comme moi qui avons peut-être articulé ce combat, nous trouvons dans l'incapacité d'aller jusqu'au bout, mais c'est vous les jeunes, les générations qui viennent, qui pouvaient être inspirés. Une seule page de ce livre que vous auriez lu peut être le déclic du changement révolutionnaire au Gabon demain. Et donc, vous prouvez quelque part les Gabonais de votre propre talent quand vous ne lisez pas un livre comme ça, parce que en lisant cette page-là, qui aurait pu déclencher en vous l'inspiration, parfois ça arrive parce que vous avez lu un mot, un seul, une phrase, une seule, un paragraphe, un seul, une page, une seule, peut inspirer tout un combat, peut inspirer la libération du Gabon, parce que vous aurez ressenti ce paragraphe différemment de quelqu'un d'autre qui lui est passé dessus ou alors qui n'a pas lu. Je voudrais que ce livre devienne le centre du débat politique national, du moins au sein de l'opposition, qui pense qu'il est temps d'en finir avec l'ère des présidents élus, de l'autosatisfaction qui vient de se contenter du simple fait de dire « Oh, nous avons un président élu » alors que vous n'avez aucune chance d'accéder au pouvoir. Ça, mes chers compatriotes, nous devons sortir de cette culture, j'allais dire, de l'inutilité politique, de ces engagements qui nous font tourner en rond pour le plaisir de tourner en rond sans autre finalité aucune que cette sorte de masturbation intellectuelle, mentale, qui ne mène nulle part. Non, il faut en finir avec l'ère des présidents élus et passer à l'ère de l'accession au pouvoir. Et ce livre contient les paramètres qui nous aident à commencer la réflexion dans ce sens. Donc je vous invite à vous procurer ce livre. Il est disponible chez l'Harmattan, à Paris et dans pas mal de librairies en ligne. Mais le débat que ce livre soulève est un débat que je vais commencer avec vous dans très bientôt. Et je ferai à ce niveau, à ce titre, une série d'annonces importantes dans les temps qui viennent qui vont nous permettre ensemble d'engager le dialogue pour un changement véritable au Gabon. Je vous remercie. Bombay, Adala, Bakabas, Lamon,